sair no Oslo. Bloco áspero da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslodum. Bloco áspero da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo cantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar. Do Pelourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar. Ce matin, comment diagnostiquer, vivre avec, faire reconnaître une maladie rare, comment améliorer le quotidien de ces malades. C'est donc le thème qu'on va développer avec nos invités. Merci d'être avec nous. D'abord, en direct avec nous, Juliette Tomzik, vous êtes directrice de la communication de Family Help, qui est une application, on verra avec vous à quoi ça sert, mais globalement, c'est pour aider les aidants. Vous nous expliquerez pourquoi. Avec nous également le professeur Thierry Van den Abel, je dis bien ? Absolument. À la flamande ou à la française. Les deux. Directeur médical à l'hôpital Robert Debré, vous êtes responsable du Centre des maladies rares de malformation ORL et vous avez été le médecin du fils de Colette, qui est aussi un ancien médecin. Et vous êtes cofondatrice de l'association Vaincre PPR, papillomatose respiratoire récurrente. C'est une maladie rare donc, qui est entrée dans votre vie. Rare parmi les rares, excusez-moi, peu d'émotion. C'est normal. Oui, papillomatose, très peu de cas. Donc on nous dit une centaine de cas en France peut-être. On n'a pas encore de registre, mais ça vient. Il devrait être opérationnel d'ici peu. Et comme le disent nos enfants, ça pourrit la vie. Alors, c'est quoi cette maladie ? Elle est due à des virus, à des papillomavirus, type 6, type 11, et elle s'installe là, sur le larynx, sur les cordes vocales. Ça crée des petits choux-fleurs, ça crée des petites tumeurs, c'est mou, et puis ça bouche la tuyauterie qui vous sert à respirer, donc à vivre. Et il n'y a pas de traitement, que la chirurgie. La chirurgie, aussi souvent que nécessaire, et pour des tout petits, ça peut être tous les mois. Et forcément, c'est sous anesthésie générale. Sinon, ce n'est pas possible. Donc quelque chose de très lourd au quotidien pour les parents, vous en savez quelque chose. Vous disiez c'est une maladie rare parmi les rares. Est-ce que c'est un des principaux, enfin pas principaux, mais un des vrais problèmes des maladies rares, c'est le fait d'être rare, c'est-à-dire que ça transforme les malades en invisibles quelque part. Quelle solution on peut trouver, comment au quotidien lutte votre association pour les rendre visibles, ces malades ? Déjà, pour les familles, ne pas rester seul, rejoindre une association. Et puis on n'en crée pas une par enfant, il faut être solidaire. Vous êtes plusieurs familles dans votre association. Alors nous, on représente une trentaine de cas et on est à petite centaine d'adhérents, parents et fratries proches. Et ça permet d'échanger, échange d'expériences, échange du vécu aussi, et de l'hôpital, et du contact avec le chirurgien, et du retentissement à l'école, et tout ça. Échange aussi sur la fratrie. Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est lourd. C'est lourd pour l'enfant, c'est lourd aussi pour les frères et sœurs. Et à côté, les gens vous disent « Ah, je comprends ». Puis il y a une maman un jour qui
Bon, qui se lâchait, qui dit « Mais non, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que c'est que de passer 3 jours tous les mois à l'hôpital, vous ne savez pas ce que c'est que de se relever la nuit pour voir si l'enfant respire, vous ne savez pas, vous ne savez pas. » Oui. Et donc, la famille, finalement, se tait, se replie sur elle-même et s'isole encore plus. Alors, comment on fait pour faire comprendre, justement, parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas ça, qu'on ne l'a pas expérimenté et qu'on ne l'expérimentera peut-être jamais, comment est-ce qu'on peut se mettre à votre place et comprendre ce que c'est au quotidien? D'abord, c'est écouter pour de vrai. Voilà. Et puis, c'est pas porter de jugement a priori. On fait confiance à la famille, qui fait confiance à son médecin. On lui dit pas d'aller voir ailleurs, d'aller voir... Les gens ne veulent pas croire qu'il n'y ait pas de traitement. On est à une époque où, forcément, il y a une solution à tout. La première solution, c'est rompre l'isolement pour vivre mieux cette contrainte maladie installée à la maison. Bon, après, les autres solutions, je pense qu'on sera amené à en parler. Oui. Professeur, justement, je me tourne vers vous parce que le problème aussi de cette rareté, et là je m'adresse aux scientifiques, c'est que les laboratoires ne s'intéressent pas à ces malades qui, pour parler crûment, ne sont pas rentables. C'est-à-dire fabriquer un médicament pour 100 personnes en France, ça n'est pas intéressant pour une industrie pharmaceutique. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Est-ce que notamment le Téléthon, ce week-end, peut permettre de favoriser la création de laboratoires plus indépendants ou d'autoproduction, quelque part, pour les milieux concernés? Alors c'est vrai que le Téléthon a permis de mettre l'accent sur des maladies qui auparavant n'étaient pratiquement pas connues, dont on n'avait jamais entendu parler. Hein, c'était le cas un petit peu des myopathies. Ça démarrait aussi beaucoup autour de la mucoviscidose, qui est une maladie qui maintenant est très connue et pour laquelle finalement, au fur et à mesure des années, même si longtemps il n'y a pas eu de traitement, la prise en charge précoce, les diagnostics précoces, et ça je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus aussi, les centres maladies rares permettent de dépister les maladies beaucoup plus tôt, de les faire connaître non seulement auprès des familles, du grand public, mais aussi de le faire connaître auprès des médecins. Et c'est le rôle des centres maladies rares, c'est pas non seulement de prendre en charge évidemment des patients, mais aussi de faire connaître ces maladies, d'établir des réseaux sur le plan national, que des patients, même j'allais dire un peu isolés parce qu'ils sont dans une province où il n'y a pas forcément facilement d'accès aux médecins, puissent quand même avoir accès à ces informations. Et c'est particulièrement important. Alors, concernant la papillomatose, effectivement, qui est une maladie, on appelait ça auparavant les maladies orphelines, mais c'est un terme qui n'est pas très... Oui, mais qui veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'isolement, de solitude. En fait. Alors, maintenant, on parle plutôt de maladies rares, et ça permet aussi de rompre cet isolement et de quitter un peu le caractère orphelin de ces maladies. Alors, pour ce qui est de la papillomatose, on vous a dit que c'est une maladie d'origine virale. Il faut savoir qu'on possède un vaccin contre ces virus. Et donc, on a un traitement préventif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment dit non plus. Vous parliez de communication. Est-ce que l'une des solutions, c'est pas aussi d'en parler plus et d'internationaliser la recherche et les échanges entre les médecins et les recherches? Parce que ce sont des maladies rares, mais si elles concernent des milliers de personnes dans le monde, tout de suite, le chiffre est plus important. Alors, la France a été pionnière dans le domaine, puisque les premiers plans maladies rares qui ont fait énormément progresser les choses, on est dans le 3e plan maladies rares, puisqu'il y a un plan tous les 5 ans, ont permis non seulement d'avoir les centres de référence maladies rares, mais aussi des créations de filières, et puis aussi maintenant, à l'échelle européenne, ce qu'on appelle les ERN, c'est-à-dire des réseaux européens qui permettent de partager aussi des informations et d'avoir à l'échelle européenne, on peut avoir suffisamment de cas de patients pour progresser sur ces maladies. Et puis on a aussi des relations évidemment avec l'Amérique du Nord, où beaucoup de recherches évidemment se passent aussi sur ces maladies et des projets communs. Il ne faut pas croire que les équipes médicales restent concentrées sur leur secteur géographique. Il est important d'avoir des coopérations internationales sur ces sujets, mais ça débute évidemment localement, c'est clair. Colette, très malheureusement, vous avez perdu votre fils de cette maladie rare. Vous avez créé cette association. De quoi a-t-il manqué à l'époque dans le combat contre sa maladie et puis dans le combat pour améliorer son quotidien que, avec les associations, vous avez peut-être contribué à mettre en place, et qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place comme solution pour aider le quotidien des malades comme Margot qu'on a vu dans le reportage? Alors, sur la complication de la papillomatose, déjà, les complications pulmonaires sont rares et la cancérisation
très rare parmi ces patients qui sont déjà rares. On s'adresse à toutes les personnes qui sont concernées par une maladie rare. C'est pour ça que je vous pose cette question un peu générale. Si on a des parents papillomatoses qui nous écoutent, je veux les rassurer. Hein. Il ne faut pas trop fantasmer. De quoi avons-nous manqué ? Étant médecin, on n'a pas manqué de beaucoup de choses, mais c'était une situation privilégiée. Et puis, on était suivi à Robert-Debré. Alors ça, c'est un hôpital fantastique. Hôpital de jour, on rentre le matin, on sort le soir, plutôt que d'arriver la veille, partir le lendemain. Ça, ce sont des choses qui facilitent la vie quand ce sont des interventions répétées. Et c'est la même chose pour les autres maladies. Moins de temps on passe à l'hôpital, plus souvent c'est une simple parenthèse et mieux c'est pour le développement de l'enfant. Alors vous étiez aidante de votre fils. Je me tourne vers vous, Juliette Tomzik. Vous êtes aussi notre invitée. On ne vous oublie pas. Vous avez pensé en créant Famille ou Family Help, une application. Vous avez pensé justement aux aidants de ces malades atteints de pathologies rares, du compliqué au quotidien. Et à quoi ça sert votre application, dites-nous? Alors c'est vrai que du coup, certaines maladies peuvent entraîner une perte d'autonomie et selon le degré de cette perte d'autonomie, les personnes malades peuvent avoir besoin d'une aide ponctuelle, voire une aide quotidienne qui nécessite notamment la réalisation d'actes médicaux parfois. Avec l'application Family Help, on a décidé de s'adresser aux 11 millions d'aidants qu'il y a en France et qui manquent cruellement de temps car ils doivent cumuler leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leur vie d'aidant, et on sait à quel point c'est compliqué pour eux. Donc l'application, en fait, grâce à l'application, les aidants vont pouvoir géolocaliser autour du domicile du proche qui est en perte d'autonomie tout un tas de professionnels de la santé et du maintien à domicile. Mais l'aidant va également pouvoir géolocaliser tous les services publics qui délivrent les aides financières pour les aidants, notamment l'APA, l'aide à la perte d'autonomie. Dans l'application, on retrouve aussi un onglet vidéo, qui sont des vidéos qui traitent donc de la perte d'autonomie, comment toucher l'aide financière, combien coûte une prise en charge à domicile, voilà. Et dans l'application, on a aussi pensé à l'isolement des aidants et en créant une discussion instantanée, donc les aidants vont pouvoir de manière anonyme discuter avec d'autres aidants dans le périmètre de la personne qui est en perte d'autonomie pour échanger sur les bonnes pratiques et tenter de rompre un peu l'isolement dont les aidants sont victimes aussi. Merci beaucoup Juliette Tomzik, application gratuite, hein, on le rappelle, c'est important. Merci aussi à vous deux d'avoir été avec nous, c'est déjà terminé, il y aurait tant à dire. C'est très court, oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'Alliance, quand je dis se regrouper... Mais c'est terminé, je suis désolée Colette, vous reviendrez parce qu'il y aura d'autres occasions de parler de ces maladies rares. La journée redites-nous un petit mot. Oui, en un mot, juste pour donner, pour le Téléthon, c'est sur internet don.téléthon.fr ou au 36 37 par téléphone. Et le dernier chiffre des promesses de dons, 11 567 264 € de promesses de dons. Voilà. Aquela moça, a mais bonita do lugar, do pelourinho, da cabecinha. Tous unis avec les chercheurs. Vous, nous, les malades de la papillomatose respiratoire récurrente et toutes les personnes atteintes de maladies rares. Ensemble, nous sommes formidables. Nous avons besoin de vous. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslodum, bloco afro da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslodum, bloco afro da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo cantar, eu vou pra Oslo encantar.
solutions ce matin. Comment diagnostiquer, vivre avec, faire reconnaître une maladie rare, comment améliorer le quotidien de ces malades. C'est donc le thème qu'on va développer avec nos invités. Merci d'être avec nous. D'abord, en direct avec nous, Juliette Tomzik, vous êtes directrice de la communication de Family Help, qui est une application, on verra avec vous à quoi ça sert, mais globalement c'est pour aider les aidants, vous nous expliquerez pourquoi. Avec nous également le professeur Thierry Van den Abel, je dis bien ? Absolument. À la flamande ou à la française. Les deux. Directeur médical à l'hôpital Robert Debré, vous êtes responsable du Centre des maladies rares de malformation ORL et vous avez été le médecin du fils de Colette, qui est aussi un ancien médecin. Et vous êtes cofondatrice de l'association Vaincre PPR, papillomatose respiratoire récurrente. C'est une maladie rare donc, qui est entrée dans votre vie. Rare parmi les rares, excusez-moi, peu d'émotion. C'est normal. Oui, papillomatose, très peu de cas, donc on nous dit une centaine de cas en France peut-être. On n'a pas encore de registre, mais ça vient, il devrait être opérationnel d'ici peu. Et comme le disent nos enfants, ça pourrit la vie. Alors, c'est quoi cette maladie ? Elle est due à des virus, à des papillomavirus, type 6, type 11, et elle s'installe là, sur le larynx, sur les cordes vocales. Ça crée des petits choux-fleurs, ça crée des petites tumeurs, c'est mou, et puis ça bouche la tuyauterie qui vous sert à respirer, donc à vivre. Et il n'y a pas de traitement, que la chirurgie. La chirurgie, aussi souvent que nécessaire, et pour des tout petits, ça peut être tous les mois. Et forcément, c'est sous anesthésie générale. Sinon, c'est pas possible. Donc quelque chose de très lourd au quotidien pour les parents. Vous en savez quelque chose. Vous disiez c'est une maladie rare parmi les rares. Est-ce que c'est un des principaux, enfin pas principaux, mais un des vrais problèmes des maladies rares, c'est le fait d'être rare, c'est-à-dire que ça transforme les malades en invisibles quelque part. Quelle solution on peut trouver, comment au quotidien lutte votre association pour les rendre visibles, ces malades ? Déjà, pour les familles, ne pas rester seul. Rejoindre une association. Et puis, on n'en crée pas une par enfant. Il faut être solidaire. Vous êtes plusieurs familles dans votre association. Alors, nous, on représente une trentaine de cas. Et on est à petite centaine d'adhérents, parents et fratries proches. Et ça permet d'échanger, échange d'expériences, échange du vécu aussi, et de l'hôpital, et du contact avec le chirurgien, et du retentissement à l'école, et tout ça. Échange aussi sur la fratrie. Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est lourd. C'est lourd pour l'enfant, c'est lourd aussi pour les frères et sœurs. Et à côté, les gens vous disent « Ah, je comprends. » Puis il y a une maman un jour qui se lâchait, qui dit « Mais non, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que c'est que de passer 3 jours tous les mois à l'hôpital, vous ne savez pas ce que c'est que de se relever la nuit pour voir si l'enfant respire, vous ne savez pas. » Oui. Et donc, la famille, finalement, se tait, se replie sur elle-même et s'isole encore plus. Alors, comment on fait pour faire comprendre, justement, parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas ça, qu'on ne l'a pas expérimenté et qu'on ne l'expérimentera peut-être jamais, comment est-ce qu'on peut se mettre à votre place et comprendre ce que c'est au quotidien ? D'abord, c'est écouter pour de vrai. Voilà. Et puis, c'est pas porter de jugement a priori. On fait confiance à la famille, qui fait confiance à son médecin. On lui dit pas d'aller voir ailleurs, d'aller voir... Les gens ne veulent pas croire qu'il n'y ait pas de traitement. On est à une époque où, forcément, il y a une solution à tout. La première solution, c'est rompre l'isolement pour vivre mieux cette contrainte maladie installée à la maison. Bon, après, les autres solutions, je pense qu'on sera amené à en parler. Oui. Professeur, justement, je me tourne vers vous parce que le problème aussi de cette rareté, et là je m'adresse aux scientifiques, c'est que les laboratoires ne s'intéressent pas à ces malades qui, pour parler crûment, ne sont pas rentables. C'est-à-dire fabriquer un médicament pour 100 personnes en France, ça n'est pas intéressant pour une industrie pharmaceutique. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Est-ce que, notamment, le Téléthon, ce week-end, peut permettre de favoriser la création de laboratoires plus indépendants ou d'autoproduction, quelque part, pour les milieux concernés ? Alors, c'est vrai que le Téléthon a permis de mettre l'accent sur des maladies qui, auparavant, n'étaient pratiquement pas connues, dont on n'avait jamais entendu parler. C'était le cas un petit peu des myopathies, c'est
Ça démarrait aussi beaucoup autour de la mucoviscidose, qui est une maladie qui maintenant est très connue et pour laquelle finalement, au fur et à mesure des années, même si longtemps il n'y a pas eu de traitement, la prise en charge précoce, les diagnostics précoces, et ça je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus aussi, les centres maladies rares permettent de dépister des maladies beaucoup plus tôt, de les faire connaître non seulement auprès des familles, du grand public, mais aussi de le faire connaître auprès des médecins. Et c'est le rôle des centres maladies rares, c'est pas non seulement de prendre en charge évidemment des patients, mais aussi de faire connaître ces maladies, d'établir des réseaux sur le plan national, que des patients, même j'allais dire un peu isolés parce qu'ils sont dans une province où il n'y a pas forcément facilement d'accès aux médecins, puissent quand même avoir accès à ces informations. Et c'est particulièrement important. Alors, concernant la papillomatose, effectivement, qui est une maladie, on appelait ça auparavant les maladies orphelines, mais c'est un terme qui n'est pas très... Oui, mais qui veut quand même dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'isolement, de solitude. En fait. Alors, maintenant, on parle plutôt de maladies rares, et ça permet aussi de rompre cet isolement et de quitter un peu le caractère orphelin de ces maladies. Alors, pour ce qui est de la papillomatose, on vous a dit que c'est une maladie d'origine virale. Il faut savoir qu'on possède un vaccin contre ces virus. Et donc, il est aussi, on a un traitement préventif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment dit non plus. Vous parliez de communication. Est-ce que l'une des solutions, c'est pas aussi d'en parler plus et d'internationaliser la recherche et les échanges entre les médecins et les recherches? Parce que ce sont des maladies rares, mais si elles concernent des milliers de personnes dans le monde, tout de suite, le chiffre est plus important. Alors, la France a été pionnière dans le domaine, puisque les premiers plans maladies rares qui ont fait énormément progresser les choses, on est dans le 3e plan maladies rares, puisqu'il y a un plan tous les 5 ans, ont permis non seulement d'avoir les centres de référence maladies rares, mais aussi des créations de filières, et puis aussi maintenant à l'échelle européenne, ce qu'on appelle les ERN, c'est-à-dire des réseaux européens qui permettent de partager aussi des informations et d'avoir à l'échelle européenne, on peut avoir suffisamment de cas de patients pour progresser sur ces maladies. Et puis on a aussi des relations évidemment avec l'Amérique du Nord, où beaucoup de recherches évidemment se passent aussi sur ces maladies et des projets communs. Il ne faut pas croire que les équipes médicales restent concentrées sur leur secteur géographique. Il est important d'avoir des coopérations internationales sur ces sujets, mais ça débute évidemment localement, c'est clair. Colette, très malheureusement, vous avez perdu votre fils de cette maladie rare. Vous avez créé cette association. De quoi a-t-il manqué à l'époque dans le combat contre sa maladie et puis dans le combat pour améliorer son quotidien que, avec les associations, vous avez peut-être contribué à mettre en place, et qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place comme solution pour aider le quotidien des malades comme Margot qu'on a vu dans le reportage? Alors, sur la complication de la papillomatose, déjà, les complications pulmonaires sont rares et la cancérisation très rare parmi ces patients qui sont déjà rares. On s'adresse à toutes les personnes qui sont concernées par une maladie rare. C'est pour ça que je vous pose cette question un peu générale. Si on a des parents papillomatoses qui nous écoutent, je veux les rassurer. Il ne faut pas trop fantasmer. De quoi avons-nous manqué? Étant médecin, on n'a pas manqué de beaucoup de choses, mais c'était une situation privilégiée. Et puis, on était suivi à Robert Debré. Alors ça, c'est un hôpital fantastique. Hôpital de jour, on rentre le matin, on sort le soir, plutôt que d'arriver la veille, partir le lendemain. Ça, ce sont des choses qui facilitent la vie quand ce sont des interventions répétées. Et c'est la même chose pour les autres maladies. Moins de temps on passe à l'hôpital, plus souvent c'est une simple parenthèse et mieux c'est pour le développement de l'enfant. Alors vous étiez aidante de votre fils. Je me tourne vers vous, Juliette Tomzik, vous êtes aussi notre invitée. On ne vous oublie pas. Vous avez pensé en créant Famille ou Family Help, une application. Vous avez pensé justement aux aidants de ces malades atteints de pathologies rares, du compliqué au quotidien. Et à quoi ça sert votre application, dites-nous? Alors c'est vrai que du coup, certaines maladies peuvent entraîner une perte d'autonomie et selon le degré de cette perte d'autonomie, les personnes malades peuvent avoir besoin d'une aide ponctuelle, voire une aide quotidienne qui nécessite notamment la réalisation d'actes médicaux parfois. Avec l'application Family Help, on a décidé de s'adresser aux 11 millions d'aidants qu'il y a en France et qui manquent cruellement de temps car ils doivent cumuler leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leur vie d'aidant, et on sait à quel point c'est compliqué pour eux. Donc l'application, en fait, grâce à l'application, les aidants vont pouvoir géolocaliser autour du domicile du proche qui est en perte d'autonomie tout un tas de professionnels de la santé
et du maintien à domicile. Mais l'aidant va également pouvoir géolocaliser tous les services publics qui délivrent les aides financières pour les aidants, notamment l'APA, l'aide à la perte d'autonomie. Dans l'application, on retrouve aussi un onglet vidéo, qui sont des vidéos qui traitent donc de la perte d'autonomie, comment toucher l'aide financière, combien coûte une prise en charge à domicile, voilà. Et dans l'application, on a aussi pensé à l'isolement des aidants et en créant une discussion instantanée, donc les aidants vont pouvoir de manière anonyme discuter avec d'autres aidants dans le périmètre de la personne qui est en perte d'autonomie pour échanger sur les bonnes pratiques et tenter de rompre un peu l'isolement dont les aidants sont victimes aussi. Merci beaucoup Juliette Tomzik, application gratuite, hein, on le rappelle, c'est important. Merci aussi à vous deux d'avoir été avec nous, c'est déjà terminé, il y aurait tant à dire. C'est très court, oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'Alliance. Quand je dis se regrouper... Mais c'est terminé, je suis désolée Colette. Vous reviendrez parce qu'il y aura d'autres occasions de parler de ces maladies rares. La journée redites-nous un petit mot. Oui, en un mot, juste pour donner, pour le Téléthon, c'est sur Internet, don.téléthon.fr ou au 36 37 par téléphone. Et le dernier chiffre des promesses de dons, 11 567 264 € de promesses de dons. Voilà. Tous unis avec les chercheurs. Vous, nous, les malades de la papillomatose respiratoire récurrente et toutes les personnes atteintes de maladies rares. Ensemble, nous sommes formidables. Nous avons besoin de vous.